Ok, alors bienvenue dans cette deuxième vidéo. Si t'as pas regardé la première vidéo qui consiste, que c'était concept numéro 1 de leadership, qui s'appelle Si ça doit se faire, ça ne tient qu'à moi. Donc si cette complétude doit se faire, ça ne tient qu'à toi. Voilà. Et là, on va passer à l'étape 2. Donc là, je vais aller un peu plus vite dans les vidéos parce que j'ai regardé qu'en fait, finalement, la première vidéo dure une demi-heure, donc c'est quand même un peu long. Surtout qu'en plus, au niveau de l'écran, ça bouge pas trop, parce que je me suis pas encore filmé, je suis pas encore un fan du selfie. Voilà, donc là, on va attaquer un point qui paraît vraiment bateau, parce que vous l'avez peut-être déjà entendu, et pourtant tout le monde tombe dans le panneau, c'est d'arrêter de se plaindre, c'est-à-dire d'arrêter d'avoir des excuses. Et ça, c'est d'ailleurs le chapitre 2 du livre de David Schwartz, La magie de croire, donc un livre qui date des années, je crois, 50, un truc comme ça. Non, La magie de voir grand, pardon. Et c'est pourtant super utile, parce que la pensée racine sous-jacente à la plainte, c'est l'excusite, c'est le je ne prends pas ma responsabilité. Donc concept numéro 1, si ça doit se faire, ça ne tient qu'à moi, prendre 100% de la responsabilité de sa vie. Donc quand tu te plains, c'est que t'es pas responsable de ta vie, c'est pas de ta faute. Tu vois. Donc les plaintes doivent être éradiquées dans l'esprit des dirigeants. Donc c'est ce qu'on donnait à nos distributeurs puisqu'ils étaient chefs de leur entreprise. Mais c'est le même principe pour toi. Je veux dire, regarde, une excuse c'est quoi? Une excuse c'est un argument qui est réel ou non, utilisé afin de justifier pourquoi t'en es au point A et pas au point B. Alors là, je te l'ai remis en mode flamme jumelle. Une excuse est un argument réel ou non, utilisé pour justifier pourquoi je suis en séparation avec mon runner et pas en réunion. Et là, toi, que l'argument il soit réel ou non, par argument réel ou non, je veux dire, est-ce que c'est vraiment factuel? Effectivement, est-ce que tu es en train de te plaindre de quelque chose qui est vraiment arrivé? Par exemple, tu peux dire, mon runner, j'étais en train de lui parler, puis il m'a ghosté, il a plus répondu, ça fait 3 semaines, il a disparu. C'est réel, c'est vrai, c'est vraiment ce qui s'est passé. Je peux pas te dire que tu te trompes si c'est ton historique, tu vois. Mais on s'en fout. Tu vas utiliser ce fait-là pour justifier pourquoi toi t'as pas ta réunion en fait, pourquoi t'es en séparation, c'est pas de ta faute. Et comprendre que Chaser c'est pas de ta faute. Non, c'est à cause du runner. Et donc, c'est quoi? Ta vie dépend de ta réunion, c'est ça le truc en fait? Tu vois, je suis un peu piquant, je suis un peu comme ça, et je parlais comme ça à mes distributeurs, parce que, à un moment donné, il faut mettre des coups de cravache, quoi. Faut arrêter, faut sortir un peu du truc. Et tu vois, ça rejoint ce que j'ai dans l'introduction, où le runner, il porte toute la charge karmique sur lui, tant que le chaser, il fait pas son travail d'épuration, le runner, il peut rien faire. Oh putain, ce serait pas une putain d'excuse, ça? C'est une excuse de merde, je suis désolé de le dire, il y a un moment donné, faut dire les choses comme elles sont. Le runner, il pense toute la journée, il fait des choix toute la journée, et comme j'ai dit en introduction, il peut choisir d'aller voir un psy, un coach, un thérapeute, surtout quand on lui a dit, tu vois, si tu veux. Donc il le sait, hein, quand il est, comme je disais en introduction, quand il a un rhume l'hiver, il n'y a pas de souci, le karma lui permet d'aller voir un médecin pour avoir ses petits médicaments, et aller à la pharmacie avec son ordonnance. Donc le runner sait qu'un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste, des coachs, des thérapeutes, des énergéticiens, tout ça, ça existe. Donc il peut aller les voir, ou pas. C'est son choix. Et donc, tu vois, c'est ça en fait que j'essaye un peu de montrer, de remettre les points sur les i au travers de ces vidéos, c'est arrêtons d'utiliser le karma, le transgénérationnel, la génétique, les trucs et les bidules et les vies passées et les machins comme une excuse pour justifier quelque chose. Tu vois? Parce que quand tu regardes une relation pervers narcissique et victime, bon, je dis victime pour qu'on se comprenne, mais pour moi, il n'y a pas de victime, il n'y a que de la cause à effet. Et je regardais, j'étais à une émission d'ailleurs sur YouTube sur ça qui montrait justement des anciennes victimes de pervers narcissiques et qui ont eu besoin, si tu veux, de 2 ou 3 relations avec un pervers narcissique pour percuter que en fait c'est elle qui tombait sur ce genre de mec, c'est elle qui acceptait à chaque fois de sortir avec ce genre de... Alors le pervers narcissique, lui, on peut lui cracher les foudres l'enfer, son comportement est absolument anormal, ignoble et tout ce que tu veux, hein. Je suis pas en train de le défendre, je dis juste qu'à un moment donné, la responsabilité de chacun est engagée. Il y a un moment donné, justement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand elle a percuté ce truc-là, la nana, ou le mec, parce que c'est pas arrivé, mais c'est vrai qu'en général, on voit plus des nanas étant dans des relations avec un pervers narcissique, donc masculin. Mais quand elle a percuté que, en fait, oui, comme par hasard, elle tombait toujours, entre guillemets, amoureuse de ce genre de type-là, quoi. Et que finalement, celle qui acceptait en relation, puis qu'elle voyait ce qu'on appelle des red flags, c'est-à-dire des signes qui est genre, non, va pas par là, elle y allait quand même. Et elle a compris qu'elle nourrissait des schémas intérieurs. Et d'ailleurs, quand elle a percuté ça, au bout de sa première, deuxième ou troisième relation avec un pervers narcissique, bizarrement, le prochain petit ami qu'elle a, c'est un peu tout l'opposé. C'est bizarre quand même. Oui, c'est parce qu'à l'intérieur, elle a percuté. Donc dire une victime, ouais, bon, ok, si tu veux. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle une co-création. Si tu veux, c'est
pour avoir une victime, il faut bien un bourreau. Et pour qu'il y ait un bourreau, il faut bien qu'il y ait une victime. C'est ce qu'on retrouve dans le triangle de Cartman. Donc à un moment donné, dans toutes les interactions relationnelles, bah, quand toi tu joues le sauveur, il faut bien que tu aies quelqu'un à sauver. Et tu vois, en marketing de réseau, quand les gens ils disaient ouais, mais moi j'en ai marre, je recrute des gens, nanana, mais ils travaillent pas, nanani, nanana. Je leur disais dans quelle mesure tu as besoin dans ta vie d'avoir des gens qui ne travaillent pas. Qu'est-ce que ça valide chez toi comme programmation? Peut-être la colère, peut-être l'impuissance, quelque chose. Et là, quand tu disais ça aux gens, ils comprenaient pas. Enfin, il y a certains qui comprenaient, mais d'autres qui ne comprenaient pas. Et ils étaient tout le temps en train de se plaindre, d'utiliser des excuses qui étaient réelles, parce qu'effectivement, les gens qui recrutaient ne travaillaient pas, en général. Donc, c'était réel, c'était factuel, on pouvait le mesurer, enfin voilà. Mais on s'en fout, parce que c'est utilisé pour justifier pourquoi t'as pas un réseau qui grandit et que tu gagnes pas d'argent, donc t'es au point A, alors que tu devais être, au bout de 5 mois, à gagner 5 000 € par mois. Bon bah toi, t'es au point A, t'es en séparation, donc tu vas utiliser à tort une psychologie d'excusite pour justifier pourquoi ton runner qui suit, ouais, mais alors après on va te dire oui, mais bon, ton runner par effet miroir, nanani, nanana, te montre des trucs que tu as chez toi, ce qui est vrai, et c'est d'ailleurs beaucoup plus comme ça qu'il faudrait voir cette relation de manière à se dire, et là je vais te donner un deuxième exercice, tu vas voir, c'est-à-dire tu peux faire la liste de tout ce que t'aimes pas chez ton runner, tous les trucs qui te cassent les couilles là chez ton runner, tu sais, genre, ah mais c'est un gros connard, il arrête pas de mentir, il est inconstant, tu vois, tous les trucs que tu te racontes dans ta tête, je suis désolé, hein, je dis tout haut ce que les gens te pensent tout bas, c'est un lâche, nanani, nanana, nanani, nanana. Ah ouais, non mais c'est vrai, hein. Moi, je le pense. Les runners que j'ai vus dans leur comportement et dans le mien, c'est des lâches. Mais je le dis pas en mode méchant. Nous, on est dans le contrôle, hein, donc c'est pas mieux. Hein. Le contrôle, il vient de la peur. Hein, donc voilà. Donc on est peut-être un peu plus proactif en allant de l'avant, mais dans le contrôle pour contrôler l'autre. Bah lui, il est dans le contrôle, mais dans la fuite, parce que la fuite est une forme de contrôle. Donc voilà, il n'y a pas de lui c'est mieux que nous, ou moi, nous c'est moins bien. On s'en fout. On a chacun nos trucs. Voilà. Nous, les chasers, on n'hésite pas à prêcher le faux pour avoir le vrai. C'est quand même, c'est pas méchant, c'est de la manipulation. Faut dire les choses comme elles sont. Voilà. En même temps aussi, on peut justifier. Ouais, mais si je le fais, c'est parce que l'autre il ment tout le temps. Donc pour avoir la vérité, je prêche le faux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est de la manipulation. Donc faut recadrer les choses. Voilà. C'est pas de la manipulation méchante, mais ça reste quand même. Bon. Donc en fait, l'idée c'est ça. Tu vas noter tout ce que tout ce que t'aimes pas chez ton runner. Ouais, il est inconstant, il arrive pas à s'exprimer, il dit pas ses sentiments, blablabla. Et ensuite, quand tu as fait cette liste-là, tu vas regarder chez toi. Ouais, hein, c'est chiant. Si tu ferais pas exactement la même chose dans d'autres domaines de ta vie. C'est-à-dire que lui, le runner, il fait ça avec toi. Par exemple, moi, mon runner, avec moi, ben, c'est un runner. Mais dans le domaine professionnel, c'est une machine de guerre. Je peux dire que le jour où je remonte un business, c'est lui que je veux comme associé. Enfin, c'est elle que je veux comme associé. Parce que c'est un truc de dingue. Donc, là, on parle bien du runner dans l'interaction flamme jumelle. Okay. Donc, toi, dans ta vie, est-ce que dans différents domaines, par rapport à ta famille, dans le domaine professionnel, etc., par exemple, le runner, lui, il n'ose pas te dire ce qu'il pense, il n'ose pas, il ose pas trop le conflit, il aime pas trop, donc il va plutôt te dire oui quand il pense B, tu vois, truc comme ça. Donc il ose pas le conflit parce qu'il a peur du conflit. Mais est-ce que toi, par exemple, cette peur du conflit, tu l'aurais pas avec ton boss ou avec tes collègues, ou par exemple, tu as des amis que tu n'oses pas contredire, tu vois, est-ce que tu n'aurais pas un manque d'affirmation comme ton runner, mais ailleurs? Donc quand tu as fait cette liste-là, tu vois, tu vas devoir te regarder avec une autre, puis ça va pas te plaire, non plus tu vas pas le faire parce que tu comprends, c'est à cause du runner, nan, nan. Sauf qu'il faut bien que tu te ramènes dans ta tête que plus tu travailles sur toi, plus tu te sens bien. Ok, donc plus tu t'approches de ta complétude. Effet ricochet ou effet de la cause étant ta complétude, l'effet de ta complétude peut, alors je te le dis pour te faire un peu vibrer, ça peut te ramener ta réunion, ça peut te rapprocher de ta réunion. Donc si t'en es là à dire ouais mais moi je suis prêt à faire tout et n'importe quoi pour ma réunion, bah ok d'accord, bah utilise cette motivation pour travailler sur toi parce que effectivement il y a les vases communicants etc. Et effectivement ça va influencer positivement ou négativement ton runner. Mais avant tout tu dois faire ce travail pour toi. Donc moi, je te recommande vraiment de prendre du temps, parce que en fait, en faisant ça, tu vas devoir faire une introspection, parce que c'est facile de voir chez le runner tout ce qui va pas, c'est toujours plus facile de voir chez les autres leurs problèmes. Mais comme c'est un effet miroir, ben vas-y, reviens vers toi et regarde. Et vraiment, tu vas te rendre compte, hein, mais même au fil du temps, sur dans 3 mois, tu te dis, oh, mais comment ça se fait que ça, je l'ai pas vu, mais c'était tellement évident. Toi, j'osais pas ci et j'osais pas ça, mais en fait, le renard, il a le même problème par rapport à moi, mais moi, je l'ai dans, j'en sais rien, moi, au boulot, par exemple. Ok. Donc, fais cet exercice-là pour te découvrir toi-même. Et après, tu vas voir, normalement, je suis un peu ces vidéos et tout, que
t'es pas dans l'attente de la pastille magique, tu devrais avoir envie, prendre goût à travailler sur toi. Parce qu'au fil des vidéos et tout ça, en fonction de ce qui me vient et tout, je donne des exercices pour te rendre autonome. Alors après, je fais aussi du coaching privé. Alors là, ça n'a rien à voir parce que forcément, en coaching privé, on va directement attaquer les problèmes personnels de chacun. Donc là, je fais pratiquer des choses que je peux pas faire pratiquer là en vidéo parce que voilà. Donc ça, après, si tu as envie de prendre rendez-vous, tu peux prendre rendez-vous, il y a les liens. Si t'as pas envie, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, au moins, fais ces exercices-là que je te les donne pour que tu puisses au moins être autonome. Tu vois, il y a un moment donné, il faut que tu prennes la responsabilité de tes pensées, de tes émotions, donc de tes actions et de tes résultats. Et donc, si tu prends la responsabilité de tes pensées, émotions, actions et donc résultats, alors tu arrêtes de te plaindre, alors tu arrêtes d'avoir des excuses et de tout utiliser comme une excuse pour justifier. Parce que regarde, cette relation de flamme jumelle, que tu le veuilles ou pas, c'est deux personnes. Ok? Donc le runner, lui, il a sa psychologie, il a ses pensées, ses émotions, ses peurs, ses doutes, enfin, il a sa psychologie. Donc il va réagir en fonction de sa psychologie. C'est pas toi qui contrôle le runner. C'est pas toi, c'est pas la marionnette et toi le marionnettiste. Toi, tu ne peux que contrôler, être responsable de tes pensées, tes émotions, tes actions et tes résultats. Donc, si lui, il a envie, entre guillemets, si lui, il fuit, il fuit. Qu'est-ce que tu veux faire? Il peut rien faire. Permets-lui d'être libre, de vivre son expérience. Toi, ça te vénère, ça te fout dans toutes tes étapes. Permets-toi de faire ton travail sur toi pour faire en sorte que cette situation ne t'énerve plus. Parce que je vais t'expliquer, voilà, ce qui se passe en fait vraiment quand tu fais la libération émotionnelle. Je prends un exemple vraiment bateau. T'es jaloux. Je te chope en coaching. 1, 2, 3 sessions, peu importe. À la fin, t'es plus jaloux. Tu as libéré émotionnellement ce que j'appelle un programme. Donc en fait, et d'ailleurs, tu le vois, par exemple, les hypnothérapeutes aussi, ils font ça. Par exemple, tu viens, t'es un fumeur, tu fais 1 ou 2 ou 3 sessions ou plus, enfin peu importe, et à la fin, tu fumes plus. Et quand tu vois quelqu'un dans la rue qui fume, t'en as rien à foutre. Ça ne te fait ni chaud ni froid. D'ailleurs, tu le remarques même plus, en fait. Il y a des fumeurs de partout et tu la remarques même plus. C'est parce que t'as effacé, libéré, changé, enfin peu importe, moi j'appelle ça libération émotionnelle, déprogrammer un programme. Ok? Donc, quand tu vas libérer ta dépendance, ta patience, ça me fait trop rire, garder la foi, avoir la foi, et toutes ces conneries-là, donc en gros l'attente et donc la dépendance, que tu vas virer ton besoin, parce que c'est un besoin de contrôle qui vient d'un manque, parce que tu ne contrôles pas l'interaction avec ton runner, tu ne contrôles pas ses fuites, tu ne contrôles pas ses silences, en fait tu contrôles rien, quoi, en gros, c'est ça, et que ça te vénère comme chaser, il n'est pas possible, hein. Le runner, le chaser, il aime pas ça. Bon, quand tu te libères de tout ça, et donc aussi ton besoin de sécurité, ton besoin d'approbation, ton besoin de séparation, ton besoin d'unité, et toute la clique qui va derrière, par exemple ton besoin de défendre, justifier ou expliquer ton point de vue à toi-même ou aux autres, quand tu libères tout ça, tu sais ce qui se passe? C'est comme un ordinateur. Imagine un navigateur, tu as ouvert 450 fenêtres, ça bouffe ta mémoire. Okay, tu as la mémoire vive de ton ordinateur ou de ton téléphone. Quand tu fermes petit à petit chaque fenêtre, tu récupères de la mémoire vive. Donc ton ordinateur ou ton téléphone, il commence à tracer, il va vite. Donc là, tu récupères entre guillemets de l'énergie vitale. C'est-à-dire que toutes ces préoccupations mentales, et je ferai une vidéo spéciale sur le mental parce que c'est trop... les gens n'ont pas idée de comment à la fois c'est simple de se libérer des programmations mentales, mais comment à la fois c'est notre mental qui nous bouffe notre bien-être. C'est avant tout ça, hein, c'est pas avant que ça soit un karmique, transgénérationnel, génétique, de la magie noire, du truc et du vidéo. Je ne doute pas qu'il y ait des influences extérieures, mais tout ça, quand ça arrive vers vous, ça passe par votre mental. Donc si votre mental il est programmé avec entre guillemets de la merde, vous allez vivre un état émotionnel de merde. Voilà. Donc c'est pour ça que quand vous travaillez sur votre mental, déjà vous êtes beaucoup moins influencé par toutes ces influences extérieures, déjà, voire même plus du tout. Voilà. Mais vous récupérez un bien-être qu'on va appeler dans le truc de flamme jumelle la complétude, se sentir complet. Tout passe par le mental en fait, voilà. Donc là, j'arrête cette vidéo là parce que je sens que ça va encore être un peu long et on va passer au troisième concept.